Voilà. Bon. C'est vrai que je peux en voir. Oui. Non, voilà. Attends, c'est bon? Ah, là, c'est pas mieux comme ça? Donc, c'est bon, là. Bonjour à tous. On reprend l'habitude de faire nos conférences en ligne pour cette saison 2016-2017. Ce premier sujet choisi pour cette année et qui va être un sujet récurrent sur les 3 années à venir, c'est la formation des leaders de jeu dans le rugby. Donc, on a le plaisir d'accueillir ce soir Sébastien Buada du RC Narbonne Méditerranée, Serge Millas qui a rejoint Albi cette saison, Jérémy Arguza qui fait une thèse sur la formation des leaders de jeu, donc qui va grandement nous aider sur ces 3 prochaines années. Et vous avez l'habitude de voir ici à ma gauche Olivier Nière, président de l'Institut de formation des entraîneurs de rugby. Voilà. Donc, je vous rassure, le thème, c'est pas de faire une parodie des Chiens, même si on ressemble beaucoup avec Nils, mais c'est vraiment de faire un truc sérieux. Voilà. Olivier, je te laisse présenter le thème. Ouais. Donc, le thème, l'idée, c'était avoir une réflexion par rapport à quelque chose qui nous semblait essentiel dans l'évolution du rugby et que peut-être on avait un petit peu laissé tomber ou pas autant développé que d'autres thèmes comme la préparation physique, le jeu sur les rucks, la mêlée qui est une véritable culture. Et il nous semblait qu'il y avait vraiment un travail de fond à réaliser sur la formation spécifique des leaders de jeu. Et l'idée du hangout, c'est de solliciter des spécialistes du domaine. Donc, les autres entraîneurs n'y prendront pas ombrage, mais plutôt des joueurs qui ont joué à des postes qui nous semblaient essentiels, comme demi-mêlée pour nos 2 invités et 2 experts du jour, et sur qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour former ces joueurs et former sur une dimension stratégique et tactique. Donc vraiment, comme toujours, le hangout, on essaie d'être le plus précis possible. Et le thème, il est vraiment sur cette formation stratégique, c'est-à-dire avant le match et tactique en cours de match. Et pour nous aider là-dessus, Jérémy Arguza, avec qui j'ai eu la chance de collaborer à Massy, a fait tout un travail sur ce qui s'appelle, il le développera lui, la cascade de décision. Et en gros, comment un sportif met en œuvre des processus pour acquérir de l'expérience et en cours de match, utiliser cette expérience pour faire les bons choix. Donc l'idée, c'est d'avoir un retour terrain, un retour d'expérience et de réflexion sur 2 experts du domaine et d'avoir un retour, on va dire, plus théorique et sur des expérimentations de terrain qu'il a réalisées de Jérémy. Voilà, j'ai à peu près fait le cadre du tout. Donc, on peut vous passer la parole peut-être pour votre premier ressenti sur le thème et ensuite enchaîner sur la première diapo sur laquelle on a travaillé. Serge, tu veux commencer à réagir un peu d'une manière générale sur la thématique? Ouais, bonjour à tous. Avant de parler de stratégie et de tactique, je pense que le profil du joueur est capital, quoi. Parce que si le profil du joueur n'est pas dans le partage ou dans la prise de décision collective, je pense qu'il peut y avoir souci. Donc, pour avoir été confronté à des problèmes forcément de leaders qui osent prendre des décisions, il faut absolument que le profil au poste clé, parce que forcément, on en parlera plus tard, mais le poste de 9 et de 10 sont capitaux dans les décisions. Si le profil du numéro 9 est un garçon qui pense beaucoup à lui et qui pense à jouer les ballons plus qu'à la démarche collective, on risque d'être embêté. Donc, il faut trouver peut-être des alternances différentes. Ok. Seb, en tant que 9 qui pensait aux autres, qu'est-ce que tu as? Non, mais c'est sûr que c'est un aspect que doit posséder le leader, c'est-à-dire savoir communiquer. Le statut du leader aussi, il faut qu'il soit reconnu aussi par les autres, par ses coéquipiers, pour que ces messages puissent passer. Parce que s'il prend les bonnes décisions, mais que il n'a pas la confiance de ses joueurs, ces décisions ne seront pas appliquées. Donc ça aussi, c'est une des composantes à prendre pour l'entraîneur qui doit choisir et former ses leaders de jeu. Après, c'est sûr que c'est un sujet qui est vraiment d'actualité, parce que de plus en plus on cherche à rendre les joueurs responsables et autonomes, et pour ça il faut que les coachs aient un relais sur le terrain, et c'est ce qu'on appelle les leaders de jeu. Donc c'est sûr que c'est de plus en plus important avec les nouveaux outils de vidéo notamment, c'est de plus en plus à développer, quoi.
Je vous propose déjà de voir une première stat suite à une étude qu'on a menée auprès d'un certain panel d'entraîneurs sur, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, 40 entraîneurs ouais, une quarantaine d'entraîneurs qui ont répondu. ceux qui ont répondu au questionnaire sur, pour eux déjà, la question c'était de savoir si le leader de jeu était prépondérant dans l'efficacité du projet de jeu. Donc, il y a 86% de ces entraîneurs qui ont effectivement, qui sont vraiment effectivement allés dans ce sens-là. Et sur les postes privilégiés des leaders de jeu. Donc là, on voit très nettement que les postes de numéro 9 et numéro 10 se détachent et qu'on a quand même un certain nombre qui voient aussi les numéros 8. Est-ce que vous voulez déjà réagir par rapport à cette première stat sur quel poste on voit pour les leaders de jeu? Sébastien, Serge? Non, après, logique 9-10, puisque c'est vraiment eux qui sont sur les changements d'orientation de sens de jeu et de stratégie en général. Le 8, de la même façon. Et après, c'est vrai que le 12 apparaît parce que souvent, il vient en appui du 10 quand le 10 est consommé. C'est lui qui prend le relais sur les annonces. Et le 15 aussi qui peut être utilisé comme joueur pour changer le sens de jeu. Donc, voilà, je trouve assez logique que les postes qui ont été relevés avec vraiment cette prédominance 8, 9, 10 qui sont à la charnière du jeu, quoi. Donc toi, ce que tu dis, c'est qu'en gros, les leaders de jeu, c'est vraiment ceux qui sont vraiment sur les postes qui permettent d'orienter le jeu en cours de match. De le transformer. Voilà, de le transformer, ouais, tout à fait. D'accord. Ouais, après, le talonneur peut être leader, mais plutôt de la conquête ou des choses comme ça. Mais si on parle de changement de stratégie et tout, souvent, voilà, je m'appuie plutôt sur un 9-10 en général. Serge? Ouais, bon, je suis d'accord avec Sébastien, hein, ça confirme que si les leaders de jeu qui sont souvent les 9 et les 10, comme le disait Sébastien, sont pas en accord avec le staff ou n'ont pas la validation du staff et de leurs partenaires, ça va être compliqué de valider le référentiel qui est mis en commun. Je suis un peu étonné qu'on ne voit pas apparaître là une deuxième ligne de temps en temps, parce que je pense que c'est des leaders de touche souvent. Dans tous les groupes que j'ai eus, c'est souvent une deuxième ligne qui prenait la touche à son compte. Et pour moi, je pense que la touche fait partie du jeu. Et on doit être capable de changer de stratégie de touche, de composition, de lancer, de forme d'organisation de touche, autant offensive que défensive, dans un match. Et je suis étonné qu'il n'y ait pas, dans cette étude-là, qu'il n'y ait pas le numéro 4 ou le numéro 5 qui soit concerné. Mais ça peut être peut-être le 8 qui est pris en compte à ce moment-là. Toi, Jérémy, là, dans le travail de recherche que tu as débuté, c'est quelque chose que tu voyais déjà ressortir par rapport à ces postes? Alors, oui, notamment 9, 10, 15 et talonneur, parce qu'il y a eu des recherches sur les profils des équipes qui performent au niveau international. Et il s'avère que souvent, le talonneur a un profil particulier en fonction du jeu de l'équipe et qui oriente beaucoup le jeu de l'équipe. Alors après, concrètement, comment ça s'instrumentalise au niveau du jeu, il n'y a pas eu de recherche là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a eu des travaux sur ça, disant que selon le profil du talonneur, l'équipe avait un jeu plus ou moins rude. Par exemple, les Sudaf avaient souvent des talonneurs qu'on retrouvait beaucoup dans les zones de combat, dans les travaux qui ont été faits. Donc voilà, moi les retours que j'ai là-dessus, c'est plutôt comme ça. D'accord. J'ai été surpris un peu de la stat sur les talonneurs que ce soit pas plus important. Mais c'est peut-être plus des leaders de combat ou de groupe que des leaders de jeu. Est-ce qu'aujourd'hui le talonneur est vraiment un garçon qui influence le jeu en termes de stratégie ou de tactique? Peut-être chez les Blacks, je ne sais pas si vous avez vu le dernier match, mais les Blacks, là, sur le dernier match, ils marquent 2 essais par Dan Cole, ou Dan Cole, en tout cas, fait 2 passes décisives, justement. Et je pense que chez eux, c'est un vrai leader de jeu, où ils font 2 fois mêlée, prise du milieu et renversement. Et le premier porteur après 9 sur le renversement, c'est 2 fois Dan Cole. Donc, c'est vrai que sur les profils,
c'est vrai que sur la réflexion qui vient d'être faite là, peut-être que lui a une influence un peu particulière, même sur les transformations de jeu. D'accord. Non, Olivier, pas d'accord. Non, je partage l'avis de Serge sur la notion de combat et la notion de leader de combat, d'influence sur une équipe, mais ne serait-ce que dans la vision du jeu qui lui est autorisé au talonneur par rapport à la situation dans laquelle il est, c'est pas celui qui est le mieux placé pour faire l'analyse de ces choses-là. Donc après, il faut bien distinguer, et ça fait partie des choses qui sont importantes, il faut bien distinguer ce qui est du domaine de l'orientation du jeu et ce qui est du domaine de l'orientation en termes de combat ou de, comme l'a dit tout à l'heure Serge, de choix dans le leader de touche, de choses qui sont plus rapportées, entre guillemets, aux conquêtes ou à des situations prédéfinies que de vraiment de faire évoluer le jeu par rapport au rapport de force qui se construit tout au long du match. Je pense qu'il y a certainement quelque chose qu'il faut bien définir là-dessus pour ne pas, pour ne pas mélanger les deux aspects et le rôle précis du leader dans le sens où on l'entend. Ça nous amène aussi à un deuxième aspect de l'étude sur dire ce que les entraîneurs percevaient comme un leader de jeu. Ça veut dire, pour eux, quel est le rôle du leader de jeu sur le terrain. Donc là, pareil, petite statistique, petit retour où les entraîneurs ont priorisé 3 points. Pour eux, le leader, c'est avant tout un joueur qui oriente le jeu de son équipe, un joueur garant de la stratégie construite avec le staff avant le match. Donc ça, on pourra en reparler notamment sur le travail que les staffs ont avec les leaders de jeu définis. Et enfin, un joueur capable d'adapter ses stratégies à l'évolution du jeu en cours de match. Donc là, on a 2 aspects sur plutôt stratégique sur comment on construit le match et tactique, comment on peut faire évoluer la stratégie en cours de match. Est-ce que pour vous, ça correspond à votre vision du leader de jeu? Ouais, pour moi, oui, parfaitement là, sur les définitions. Comme c'est justement orienter le jeu, c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup le 9 et 10, parce que si on veut que les leaders orientent la stratégie un petit peu et la tactique, il faut que ce soit eux qui soient souvent en possession du ballon. Et c'est pour ça qu'on peut retrouver, je reviens sur mon idée, mais je pense que Dan Cole peut être considéré comme un leader parce que le système de jeu All Black fait que beaucoup de ballons, on pousse à ce qu'il touche beaucoup de ballons ce joueur-là, quoi. Donc il y a 9-10 qui sont, de par leur poste, de toute façon, forcément des leaders de jeu parce qu'ils vont trier 2 ballons sur 3. Et après, on peut retrouver, alors une fois ce sera le 2, une fois ce sera le 4, le 5, une fois ce sera... Voilà. Mais en tout cas, ce que veut l'entraîneur, c'est que les joueurs qu'il définit comme leaders de jeu soient pourvus de ballons. Je pense. Serge ? Ouais, je suis d'accord avec ça. Aujourd'hui, le leader, c'est le leader de jeu, hein, parce que dans les groupes leaders, il y a leader de vie, leader de combat, mais les leaders de jeu, c'est les garants de ce que tu veux mettre en place, de ce que tu veux mettre en place collectivement surtout. Et c'est vrai que des fois, ça ne se passe pas comme tu le décides. Et c'est à eux surtout. C'est donc forcément les 2 ou 3 joueurs que tu as définis. Et les joueurs les plus sensibles à ça, sont les 9 et le 10, parce que ça vous disait, c'est eux quand même qui touchent le plus de ballons. Si l'un des 2 joueurs n'a pas compris ce que tu voulais mettre en place, c'est compliqué. Je pense que ça peut être compliqué pour le groupe. Et donc il vaut mieux que ce soit des relais du staff et qui soient en accord avec ce qu'ils proposent. Je pense même que tu ne me démentiras pas, mais le poste de 9 est capital dans l'évolution de l'équipe et dans les choix que peut faire l'équipe et dans les changements de stratégie que tu peux ponctuellement mettre en place sur un match. C'est-à-dire, ça peut ne pas se passer comme tu l'as prévu. Et souvent, c'est ce joueur-là qui doit être capable de s'adapter s'il a une bonne connaissance de ton référentiel. Ok. Sur la notion, on va rentrer un peu plus dans le détail sur ce qu'on ressort de l'analyse des 40 participants à ce questionnaire, sur l'implication justement des leaders de jeu dans la préparation du match. Et là, il me semble qu'on rentre vraiment dans le cœur du sujet, sur l'idée de quel type d'entraînement, quel type de relation on construit avec ces types de joueurs une fois qu'on les a identifiés. Donc, comme tu l'as dit Serge, des joueurs qui ont vraiment cette volonté d'être au service du collectif
et qui ont cette intelligence de réflexion tactique, stratégique et tactique. Et puis aussi, comme tu l'as dit Seb, des joueurs qui, de par leur qualité, vont faire que même s'ils sont à un autre poste, on va les utiliser parce qu'ils ont cette qualité sur le terrain de savoir gérer des situations et de faire basculer les situations sur le plan de l'orientation du jeu. Maintenant, ce qui nous semblait très important, c'est de voir, bon, alors concrètement, quel type de relation s'instaure entre entraîneurs, entre staff et ce type de joueurs, et comment on travaille avec eux, on construit avec eux dans la semaine pour faire en sorte qu'ils soient réellement autonomes et responsables tout au long du match et que ce soit eux qui prennent en main le destin de l'équipe. Donc là-dessus, on avait un petit retour sur un petit peu la manière dont ça pouvait se faire. Donc une priorité sur les réunions directes entre leaders et staff. En deuxième, la participation à l'analyse vidéo, mais entre guillemets en les impliquant sur un aspect spécifique de l'équipe adverse. Et puis ensuite, à peu près à égalité, l'analyse vidéo complète, la participation au carnet de match, et puis la réunion staff avec un groupe de préparateurs de match. Donc, est-ce que vous deux, vous pouvez nous dire un petit peu comment vous voyez l'implication des leaders sur la semaine et comment on fait pour, tout au long de la saison, faire en sorte que ces joueurs progressent sur ce domaine? Je vais te commencer, mais pour revenir, là, pour être passé depuis 2 ans en top 14, depuis, même à l'échelon amateur, je crois qu'aujourd'hui, des fois, on oublie de s'occuper, on cherche beaucoup à s'occuper de l'adversaire, à avoir, et on oublie souvent notre équipe. Et, je pense qu'en Pro D2, en top 14, je suis beaucoup moins formel là-dessus, mais en Pro D2, je crois qu'il faut s'occuper de soi. Et beaucoup, je crois qu'on a la possibilité, par rapport au niveau de la compète et sur la durée de la compétition, à beaucoup s'occuper de soi. Et je pense que les leaders, là, sont importants, parce qu'ils sont capables de s'adapter à toutes les équipes qu'on peut avoir. Donc, s'ils ont bien compris ce que tu veux mettre en place, donc c'est un travail de quotidien, hein, c'est pas forcément avant un match particulier, c'est un travail de quotidien à mettre en place avec tes leaders de jeu, de façon à ce qu'ils véhiculent bien le référentiel que tu veux impliquer. Et ponctuellement, sur cette compétition, je pense que tu peux t'adapter sur des matchs importants à voir ce que peut faire l'adversaire. Top 14, c'est un peu différent. Il faut vraiment essayer d'utiliser quelques failles si tu sais les trouver de l'adversaire, et s'il y en a surtout. Et c'est vrai que les leaders, des fois, peuvent te donner des solutions auxquelles tu n'as pas pensé. Il arrive fréquemment que par rapport à quelque chose que tu as perçu, c'est peut-être eux qui te donnent la solution. Donc ça, c'est bien de l'avoir. Identique sur les retours vidéo. Le jour où, si tu arrives à faire les retours vidéo par tes leaders de jeu, voire par l'ensemble de tes joueurs, tu as fait un grand pas sur la confiance que tu peux établir avec ton groupe. Je suis assez d'accord sur l'idée d'abord, là où ça se construit tout au long de la saison, notamment dès l'intersaison, et c'est important qu'en premier, les leaders de jeu s'approprient ton propre système de jeu, que ce soit ta circulation offensive, ta circulation défensive, et quelle attaque, quelle zone attaquer en priorité, ou des choses comme ça, les sorties de camp qui sont essentielles. Donc c'est peut-être déjà le premier travail à faire avec eux, c'est l'appropriation du système de jeu, que s'implique, et qu'ils le connaissent, et même qu'ils parfois ils puissent déjà te le faire varier. Et après, au fil des semaines, oui, il y a ce travail vidéo qui est fait, alors de recherche, d'analyse du système défensif adverse, essayer de voir quel type de défense, et en fonction, les laisser choisir les quelques lancements de jeu qui semblent le plus appropriés. Mais c'est vrai que si ça vient de eux, souvent ils mettent plus d'allant, en tout cas, à le mettre en place après. Et après, comment les faire progresser, c'est déjà construire avec eux cette analyse qui est faite avant du système de jeu adverse, et puis surtout après sur les retours vidéo de ce qu'on a fait, reprendre avec eux les situations, s'il y en a sur lesquelles on n'est pas d'accord sur la façon dont ils les ont gérées, les reprendre avec eux, et voilà, à froid, avec si possible plusieurs angles de vue,
de caméra pour voir exactement le positionnement adverse et procéder par question-réponse. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui était le mieux adapté à ce moment-là? Ok. Jérém, est-ce que tu peux nous dire un peu le cadre de ce que toi, tu as mis en place pour justement… Pour la recherche précédente? Oui. Alors, lors de la recherche précédente, donc qui s'est fait à Massy avec Olivier, j'avais mis en place une sorte de serious game qui combinait vidéo et questionnaire, où le joueur était projeté sur une vidéo. Alors déjà, avait lu un carnet de match, à propos d'une équipe qui était donc avec certaines particularités. Et puis le joueur avait des vidéos projetées. En fonction de ces vidéos, ensuite il répondait à un questionnaire à choix multiples sur la prise de décision qu'il aurait eue dans cette situation-là. Suite à cette prise de décision et cette réponse au questionnaire, il était renvoyé vers une vidéo qui correspondait à sa réponse, en fait. Si la réponse était plutôt positive et correspondait à ce qu'on avait voulu mettre en place pour le carnet de match, ou en tout cas ce qui était visible sur la situation, le joueur était renvoyé vers une vidéo qui était plutôt positive. Du coup, il avait un autre choix à faire, etc. Donc c'est pour ça qu'Olivier tout à l'heure parlait de cascade de décision, puisque l'enchaînement des vidéos faisait que le joueur était confronté à une succession de décisions du match. Avec un enchaînement logique dans ses choix et dans ce à quoi ça conduisait. Voilà. Donc après, bon, ce qui est ressorti et ce qui était plutôt intéressant, c'est que l'utilisation de la vidéo, bon, bien que ce soit un outil qui était c'était un peu rudimentaire, c'était le début de la recherche. Ce qui a été intéressant, c'est de voir que le joueur, au final, il a retenu et il a été un peu perturbé dans ses concepts qu'il avait de la stratégie et de la tactique, puisque sur certaines situations, il était confronté à une situation où c'était vraiment, il y avait un espace terrible, par exemple au large ou quelque chose comme ça. Et puis lui, il s'est juste confronté, il a juste utilisé ce qu'il avait vu dans le carnet de match, tout bêtement, en fait, sans forcément lire la situation qu'il avait face à lui. Et vice versa aussi. Il s'avérait à un moment que il n'avait aucune solution et il n'a pas pensé à ce qu'il avait lu dans le carnet de match. Donc c'est pour ça que ce que disait Serge était très intéressant. De dire qu'en Pro D2, ou par exemple en Pro D2, on utilise beaucoup son projet de jeu et puis peut-être un peu moins des vidéos des adversaires, ça peut être très intéressant de se dire qu'en fait le joueur doit être capable sur l'instant de s'adapter aux situations et donc avoir une réflexion tactique. Et c'est pour ça que la formation des leaders, elle est intéressante, notamment dans le projet dont je vous parlerai tout à l'heure avec Olivier. Par rapport à ce que dit Serge, il me semble qu'il y a vraiment cette idée, et pour avoir entraîné avec les Néo-Zélandais, dans un premier temps, l'idée c'est imposer notre jeu. Et ce qu'on souhaite, c'est imposer notre jeu et faire jouer nos points forts et jouer nos points forts là où on sait qu'on a le plus de qualité. Et ensuite, en fonction de l'opposition qu'on rencontre, du rapport d'opposition qui va se faire, que justement les leaders prennent en main cet aspect-là et fassent en sorte de trouver des solutions par rapport à ce qu'on avait essayé de mettre en place ou ce qu'on estimait être, entre guillemets, nos points forts et le type de jeu auquel on croit, auquel toute l'équipe croit et qu'il faut s'adapter. Moi, il y a une chose qui m'avait beaucoup marqué, mais ça, c'est quelque chose qui est très vrai dans les différences de conception entre, on va dire, nous, Français, et par exemple les Néo-Zélandais. Quand Carter est arrivé au Racing, les premiers matchs qu'a fait Carter, il touchait quasiment pas le ballon. Il passait son temps à demander aux avants de revenir, de rejouer, de refaire les relances de jeu par rapport aux avants. Et tant que le système adverse n'avait pas été déséquilibré, il ne souhaitait pas avoir la balle. Et moi, c'est un truc, les 2 premiers matchs qu'il a fait, il est rentré au début, il est rentré les 20 dernières minutes, il touchait 3 ballons dans 20 minutes. Et par contre, les 3 ballons qu'il touchait, il a marqué 2 essais. Donc il y a vraiment cette notion de conception, à la fois de recherche de déséquilibre, mais aussi d'idée d'imposer son jeu. Et tant qu'on n'a pas imposé son jeu, tant qu'on n'a pas réussi à casser l'organisation collective adverse, ce n'est pas la peine d'être sur la transformation, de l'adaptation ou des aspects de ce type-là. Donc Serge, je ne sais pas comment toi tu l'analyses, mais moi c'est quelque chose qui m'avait vraiment marqué ces premiers matchs qu'il avait pu réaliser.
Ouais, je me rappelle pas des premiers matchs de Carter au, au métro, mais aujourd'hui, si tu prends les Blacks, eux, ils ont 15 leaders de jeu. Ils sont tous capables d'analyser, ils sont tous capables de bien. Voilà, tu prends le modèle, quand Seb parlait de Dan Cole, voilà, tu prends l'élite à chaque poste. Donc, je pense qu'ils sont tous des leaders de jeu, ils sont capables tous d'analyser la situation, les santé. Quand tu vois le dernier match, tu te dis, euh, c'est des modèles à tous les postes. Et ils sont capables, aujourd'hui, ils ont une polyvalence qui font qu'ils sont capables tous d'influencer le jeu, que ce soit le deuxième ligne qui passe demi-mêlée, tu as vu Dan Cole qui est capable de faire des passes de 20 mètres. Voilà, chez nous je pense que tous les joueurs dans notre formation ne sont pas aujourd'hui capables techniquement d'influencer le jeu. Donc, même s'ils ont la vision, ils peuvent avoir la vision, il faudrait peut-être que tous nos joueurs soient capables techniquement d'analyser ça, d'analyser et de faire. Quoi, parce que voir, c'est une chose. Certes, il faut voir, mais il faut aussi être capable de faire. Quoi. C'est voir faire. Hein. Et souvent, la lecture, hein, on est confronté, nous, alors encore plus au niveau où je suis aujourd'hui, on est confronté peut-être à lecture, mais aussi savoir-faire derrière quand on a vu. Quoi. Mais ça, Serge, est-ce que, et là, on va peut-être passer la parole à Sébastien. Là, ce que tu décris, par exemple, des Blacks, c'est que eux, dans leur formation, cette capacité à lire le jeu, à le décrypter, à s'adapter, c'est une composante très importante dans l'information, mais dès le plus jeune âge. Donc, la question maintenant qui se pose, c'est effectivement que maintenant qu'on a à peu près identifié, on y retravaillera certainement, mais qu'on a à peu près identifié ce qui est un leader de jeu, c'est comment on amène aussi nos jeunes joueurs qu'on a pu déterminer comme potentiels leaders de jeu à devenir des vrais leaders de jeu. Sébastien, toi qui es passé par la formation, qui a vu les jeunes et tout, qu'est-ce que tu pourrais dire de ça? Je pense qu'en tout cas, la dimension tactique, d'opposer le fort au faible, ça doit venir très très tôt dans l'école de rugby, effectivement. Après, les stratégies, ça vient bien plus tard, mais la dimension tactique d'opposer le fort au faible, ça doit être une composante. Mais voilà, dès les tout petits, on doit créer des situations de surnombre, on doit aller jouer dans les espaces libres. Et voilà, les petits, ils ont pas de vidéo, mais voilà, on voit les éducateurs. Qui peuvent procéder par des arrêts, ils appellent ça des arrêts chérimage, quand ils disent stop, on ne bouge plus, hop, regardez comment on était. Voilà. Et je pense que ça, c'est un petit peu la vidéo des éducateurs, mais effectivement, c'est difficile de parler sur l'école de rugby de stratégie. Par contre, en ce qui est la tactique, et après qu'on doit accompagner avec la technique pour que justement chacun doit être capable après, en fonction de ce qu'il a vu, de faire voyager le ballon. Mais ça, c'est deux composantes qui doivent être à l'école de rugby omniprésentes. Ça marche. On passe sur la partie concrètement, qu'est-ce qui se passe dans l'entraînement des leaders, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour former des leaders. Donc là, moi, je mettrais, par rapport à ce que Seb vient de dire, un aspect qui me semble essentiel, c'est que souvent on parle d'acquisition par l'expérience, donc d'acquisition aussi, il y a une époque où on disait tous les numéros 10, ils sortaient, ou est-ce que c'était quel club, qui était celui de Jeff Dubois, là, où il y en a eu toute une série qui sont sortis, qui venaient tous, et on disait que c'est par mimétisme de ceux qui étaient avant, du bon joueur qui était avant, et qui faisait que les numéros 10, entre guillemets, copiés, avaient envie de devenir identiques. La vraie question que nous on se pose, c'est de dire, est-ce que si on ne fait pas un très gros travail à ce niveau-là chez les jeunes, on ne va pas avoir besoin d'attendre que le joueur soit en fin de carrière pour qu'il soit un fin stratège. Donc ça semble vraiment une question centrale, et de dire oui, l'expérience apporte quelque chose, mais peut-être aussi qu'on pourrait mettre l'accent là-dessus et faire en sorte qu'on ait déjà des jeunes qui aient cette capacité-là, cette qualité-là, et entre guillemets ce point fort-là dans leur jeu sur des postes essentiels, en attendant, comme tu as dit tout à l'heure Serge, que tous les joueurs aient cette capacité d'analyse et de transformation et de modification tactique en cours de match. Donc concrètement, qu'est-ce que vous mettez en œuvre, vous, en tant qu'entraîneur, sur la formation des leaders, comme vous l'avez dit tous les deux, au quotidien? Ce n'est pas quelque chose qui se travaille juste avant le gros match de l'année ou truc comme ça, mais en termes du quotidien, en dehors du terrain et sur le terrain. Serge? Ouais, mais je crois que comme le disait Sébastien en début de conférence, c'est qu'aujourd'hui,
il faut surtout que les. Moi, je pense qu'un jeune de 18 ans ou 19 ans, quand il est leader chez les jeunes, il peut aller arriver dans un groupe pro et être leader de jeu, hein. Et il faut juste qu'il ait l'aval du groupe et du staff. S'il a l'aval si ses composantes sont réunies, je pense qu'il peut s'exprimer. Il faut qu'il ose. Après, il faut vraiment qu'il ait les qualités de réflexion et autres. Ça, c'est forcément, comme le disait Seb, ça se fait en pré-saison ou autre, mais c'est sur de la durée. Mais surtout, il faut qu'il soit reconnu par le groupe, quoi. S'il est reconnu par le groupe, et si ce joueur-là fait ce qu'il faut, mais à 18 ou 19 ans, je pense au petit Toto Dupont là, qui est à Castres. Aujourd'hui, je pense que pour bien le connaître, hein, c'est un garçon qui aujourd'hui est capable de prendre prendre des responsabilités dans le jeu, hein. Forcément en analyse avec son staff, hein, mais il est capable aujourd'hui de prendre des bonnes décisions. Et je pense qu'il a prouvé à maintes fois. Mais il a aussi tout le bagage technique qui va avec. C'est-à-dire, quand il prend les décisions, il est capable aussi d'être un neuvième avant, il est capable de jouer au pied, il est capable d'écarter, et il a ses qualités requises. Donc, fabriquer un leader aujourd'hui, c'est surtout en formation. Bon, moi, je ne suis pas un adepte. Je ne me suis jamais trop intéressé à la formation, je suis plus avec les adultes, mais je crois qu'il y a un développement de l'état d'esprit lié à la tactique qui est capital. D'accord. Sur le temps que tu consacres en dehors du terrain et sur le terrain, est-ce qu'il y a des entraînements de terrain spécifiques où c'est le leader qui prend en main l'affaire, où il y a un entraînement où c'est vraiment lui qui doit piloter son équipe? Est-ce qu'il y a des choses particulières de ce type-là que tu vois, Serge? C'est vraiment c'est du quotidien, quoi. C'est-à-dire aujourd'hui, le leader, s'il a la confiance du staff, il doit pouvoir intervenir à tout moment. J'ai même envie de dire, le leader de jeu, si toi, staff, ou leader du staff, tu te plantes, il doit être capable de te le dire. Alors peut-être en faisant très attention à la façon de le dire, mais il doit être capable de te dire que tu es en train de te planter et qu'il n'est pas d'accord avec toi. Parce que leader de jeu, s'il n'est pas d'accord et s'il n'est pas en accord avec ce que tu proposes, il ne le fera jamais. Puisque c'est lui qui touche le ballon, c'est lui qui décide, donc il ne le fera jamais. Donc il vaut mieux qu'il soit convaincu et qu'il sache pourquoi on fait les choses. Donc il y a vraiment l'échange permanent avec lui. C'est même pas que le terrain, hein, c'est capable le gars doit être capable de t'appeler, tu dois être capable de l'appeler. Chaque fois qu'il y a une réflexion, chaque fois que tu as une vision, même d'un joueur, hein, ça va être aussi d'aider à la décision, quoi, hein. C'est des leaders de jeu, ils t'aident à décider. Au-delà de ton jeu, ils t'aident aussi à décider ce que tu vas mettre en place pour voir dans la composition, mais voir, comme le disait Seb, sur des stratégies bien spécifiques, quoi. Sébastien, sur concrètement ce que tu mets en place sur la formation du leader, en dehors du terrain et sur le terrain? Alors après, c'est vrai qu'au niveau, enfin, moi je pense vraiment, hein, que tout ce qui est aspect tactique et technique individuelle, ça doit être, enfin, quand le mec il arrive pro, ça doit être acquis, quoi. Donc, enfin, 9 et 10, s'ils ont 18-19 ans, s'ils veulent jouer en pro, c'est qu'ils savent lire des situations de surnombre, ils savent déplacer le ballon là-bas. Je pense que nous, enfin, au niveau professionnel, ce qui reste à développer, ou même dans un centre de formation, alors même si bien sûr il faut continuer souvent la technique, mais l'aspect stratégique, par contre, il faut y passer un petit peu plus de temps. C'est beaucoup de vidéos et de retours vidéo sur les matchs. Donc il faut que le gamin joue, enfin, que le joueur joue, soit en situation de gérer, et après qu'on fasse un retour avec lui sur comment il a géré le temps fort, le temps faible, le score, le temps, les conditions météo, les choses comme ça. Qu'on est bien préparé en amont, bien sûr, avec lui. Mais voilà, en termes de formation, je pense que tout ce qui est tactique et technique, ça se fait l'école de rugby, ça continue à se développer. Et l'aspect stratégique, il arrive un peu plus tard. Et au niveau professionnel, c'est surtout celui qu'on va essayer de développer. C'est beaucoup de la vidéo. Après, sur le terrain, on peut faire des scénarios voilà, en fin d'entraînement sur... mais voilà, on finit le dernier lancement de jeu, on est mené de 5 points, on a un lancement de jeu sur les 22, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Des choses comme ça, des mini-scénarios qu'on met en place sur la fin d'entraînement, mais sur la formation en elle-même, pour moi, au niveau pro, on agit quasiment plus que sur de la stratégie, quoi. S'il y a des problèmes de tactique et de vision, ça devient un peu compliqué pour sélectionner le joueur, je trouve.
D'accord, sur ces postes-là. Jérémy, toi, par rapport à ces questions de formation de leader, Quel outil? Ah, alors, ben moi j'aurais juste une question avant de débuter moi. Est-ce que vous pensez qu'en France, on a les outils nécessaires justement pour former ces leaders-là de manière idéale, quoi? On va te dire non, comme ça on va bien montrer. Non, Non, voilà. mais André, voilà. Déjà, l'outil dont tu nous as parlé tout à l'heure, je t'avouerai que la cascade de machin, là, j'ai pas tellement compris ce que c'était. Donc ça, c'est un outil que je connais pas, par exemple, mais qui m'a l'air bien. En plus, si c'est mis en place par Olivier Vignard, je sais à vrai dire, là, tout le que travail. tu es pas libre. Mais sinon, nous, après, sur des outils, à part les scénarios de match et la relecture et la vidéo, non. Donc, voilà. D'accord. Ok. Donc oui, bon, pour aller vite, alors il y a plusieurs disciplines pour lesquelles, ça a bien marché. Justement des jeux vidéo sérieux. Par exemple, les traders ou les sages-femmes. Donc ça, c'est Olivier qui m'avait expliqué et qui m'avait montré l'étude. Les traders et les sages-femmes, ils ont mis en place justement des serious games pour décontextualiser du terrain les situations de crise et justement pour permettre aux joueurs de prendre des décisions sans justement cette influence du contexte qui est un peu néfaste au rugbyman, les influences affectives ou de la pression du match ou peu importe. Donc là, l'idée sur la recherche, ce serait vraiment de mettre en place un serious game avec qui permettrait aux joueurs d'être confrontés à des situations où ils sont des situations de crise de match ou comme vous disiez, des scénarios de match, mais en restant quand même un petit peu éloigné du terrain et hors de la compétition. Deuxième temps. Ouais. Et le deuxième temps, c'est une fois que le joueur il est rentré dans cette logique, on va dire, stratégique, tactique, c'est évidemment, comme on le fait pour un exo qu'on pratique en dehors, c'est de remettre le joueur en situation, cette fois-ci sur la situation de jeu, mais vraiment faire un travail très concret sur comment est-ce que stratégiquement, tactiquement, je réagis à une situation et je la construis. Je pense que le meilleur moyen de parler de ça, c'est peut-être de voir les petites vidéos qu'on avait utilisées pour le questionnaire et d'avoir à tous les deux votre retour sur ces situations et sur ces vidéos. Donc, à chaque fois, on prend en compte le contexte, combien de temps il reste, quel est le score, quel est l'enjeu du match, et par rapport à la situation qui est en place, par rapport à la réaction du joueur, qu'est-ce qu'on peut en dire ou qu'est-ce qui a posé problème ou qu'est-ce qui a manqué. Que ce soit dans la relation leader-entraîneur ou que ce soit dans la réponse du leader. Alors, 2 secondes, que je vous les cale. Est-ce que c'est celle-là? Ouais. Donc, ça va être une première situation qui correspond à un match Clermont-Toulouse. Donc, à Clermont, 13e journée du championnat. Et l'action se déroule à la 60e minute. Le score? Le score, Jérémy, tu te rappelles du score? Je crois que c'était serré. Entre les deux, il y avait 4 points d'écart. Oui, c'est ça, ouais, c'était à peu près ça. Et c'était, Toulouse venait de prendre un carton jaune, il me semble. Ouais. Ce qui, au final, est Est-ce que vous voyez la vidéo là? Ouais. C'est bon? Allez, c'est parti. Je vais mettre un peu avant. Ouais. Il y a le ralenti après. Donc là, c'est coup de pied du 9 avec une relance de Clermont derrière. Donc, on va revenir au ralenti. Donc là, sur la situation, il y a eu un enchaînement qui est arrivé bord de ligne, où il y avait pas mal de joueurs qui étaient consommés de Toulouse sur les joueurs rapides, un groupe de joueurs plutôt plus puissants qui venaient se présenter sur le ruck, et en face, par contre, beaucoup de joueurs rapides qui étaient, on va dire, libres, et jeu au pied dans un espace qui retombe très vite sur les joueurs les plus rapides et les plus efficaces dans ce domaine. Surtout avec la triplette de Clermont derrière.
la remets au début, là. Avant, bien joué au pied. Vous pouvez la commenter en même temps. Hein. Ben, tu vois, un contre un. Hein. Donc là, sur la dimension tactique de cette situation et du choix du 9 par rapport à la situation, quelle est votre analyse? Ben, tu vois sur les images que Clermont est en supériorité numérique défensivement, donc je pense que les Toulousains ont peut-être cherché à vouloir inverser la pression, sauf que c'est peut-être pas le jeu au pied est peut-être pas le jeu au pied tel qu'il a été réalisé, peut-être pas la meilleure des façons pour mettre Clermont ou renverser la pression. Peut-être qu'ils l'ont pas préparé non plus. Alors, il faudrait voir l'action précédente ou les 2 ou 3 ou 4 temps de jeu précédents, ce que ça donnait, mais quand tu vois, il n'y a que l'ailier qui monte, tu as un pilier qui est au milieu de la ligne, donc ça veut dire que ça aurait peut-être mérité un temps supplémentaire de préparation pour préparer ta, ton inversion de pression, j'ai envie de dire. Bon, puis quand tu joues contre Clermont ou même contre toutes les équipes aujourd'hui en top 14, quand tu as des fonds de terrain tels qu'ils sont, si tu donnes des ballons facilement exploitables, à un contre un, tu es en danger. Quoi. Donc quand ces joueurs-là sont en plus prédisposés à les utiliser, ces espaces, il faut faire attention, il vaut mieux préparer tes sorties de camp. On peut associer ça à une sortie de camp, que ce soit jeu de pression ou autre. Ça aurait mérité peut-être que ce soit mieux préparé pour que tu aies une cohérence dans ta montée défensive. Ce qu'a priori, on n'a pas bien vu. Seb? Ouais, mais je pense, l'action, effectivement, il aurait fallu avoir un peu avant, mais je pense que si on parle des leaders de jeu, et je pense que là, l'ailier, le leader, le 9, là, en l'occurrence, ça fait confiance pleinement à son ailier. Je pense que c'est lui qui lui demande de taper dans l'espace derrière, sauf que, bon, c'est pas super bien exécuté techniquement, et puis surtout, c'était une demande de l'ailier un peu tout seul, et c'est vrai qu'il monte vraiment esselé après, quoi. Donc voilà. Donc après, la responsabilité vient-elle de l'ailier qui demande ce ballon-là comme ça, ou du 9 qui aurait dû un peu plus tempérer, faire un temps de jeu de plus pour vraiment organiser une montée un peu plus appropriée. Et donc, le travail qu'on souhaite faire à travers ce qu'a présenté Jérémy et qui ne semblait pas très clair au départ, c'est exactement ce genre de situation. C'est-à-dire de montrer à les joueurs arrêter la situation avant que le 9 joue et choisisse le type de jeu qu'il veut faire. Et par rapport à la situation comme elle est sur le terrain et l'analyse qu'il peut en avoir, de se dire quel type de jeu est adapté pour continuer à faire avancer mon équipe ou pour, comme tu l'as dit, inverser la pression dans une situation qui n'est pas favorable, mais quel est le système le plus simple pour l'inverser. Là, en l'occurrence, il y a toute une série de joueurs très puissants qui sont capables d'être utilisés pour refaire un temps et peut-être sortir du ruck les joueurs rapides et ensuite mettre un jeu au pied où on est d'accord qu'il faudrait qu'il ait plus de qualité. Mais l'idée est vraiment cet aspect-là, de faire travailler des joueurs leaders dans des situations qu'on isole, où on essaie de leur dire, voilà, dans cette situation, qu'est-ce qui se passe? Le joueur donne la bonne réponse, l'enchaînement vidéo qui suit, il est bon, le joueur se trompe de réponse, évidemment, ça fait kin derrière. Donc ce que tu viens de dire, Seb, c'est exactement ce qu'on veut bosser, c'est-à-dire, est-ce que c'est l'ailier qui va influencer le leader de jeu ou celui qui est un poste doit être leader? Et à ce moment-là, à quel moment le leader, il doit justement dans la relation qui a été construite stratégique avant, dans ce qu'on connaît de l'ASM, on sait tous qu'ils ont un champ profond qui est énorme, quel type de jeu il faut vraiment éviter de faire contre eux, etc. etc. Donc c'est sur ces dimensions-là qu'on voudrait arriver à faire un travail de formation hors du terrain le plus précis possible. On prend un autre petit exemple? Ouais. Alors, je vous donne le contexte. L'autre exemple, c'est match Grenoble-Castres. C'est la 21e journée. Castres a le point de bonus offensif et c'est mêlé pour Castres dans les 22 mètres de Castres. Il reste 3 minutes de jeu. Il reste 3 minutes de jeu. Alors, je vous la mets. Là, c'est bon, là, vous y êtes? Vous la voyez? Ouais. Allez, c'est parti.
Donc là, on répète, hein, on rappelle, il reste 3 minutes de jeu. Et suite à l'essai, c'est perdre du point de bonus offensif pour Castres, alors que Castres a besoin de points pour la qualification. Je vous la remets dès le début. Ouais, là, quand tu vois les images, c'est plus un problème technique, perte de balle au contact. Je peux imaginer que les Castrés souhaitaient préparer le jeu au pied pour Dan Pieta, même si, s'ils étaient dans les 22. Bon, je ne sais pas si vous voulez, quel était le rapport de force par rapport à la touche. S'ils souhaitaient ne pas sortir le ballon du terrain pour organiser leur montée. Mais voilà. Il y a quand même un gros souci de technique de perte. Tu perds un ballon sans qu'il y ait vraiment lutte sur le ballon de la part des Grenoblois qui ont su exploiter la perte de balle. Je ne sais pas si c'est un problème stratégique, c'est plus un problème technique. Est-ce que tu penses Avec du recul, tu te dis, ouais, il aurait peut-être mieux valu taper directement, mais je peux imaginer que le jeu au pied était prévu, que ça voulait. Bon, ils sont peut-être un peu en difficulté, il aurait fallu sur la mêlée, là, il faut peut-être voir quelles étaient les mêlées précédentes, s'il était vraiment en difficulté ou pas, pour savoir si c'était une volonté de sortie rapide et préparer le jeu au pied. Mais j'ai du mal à imaginer qu'à 3 minutes de la fin, connaissant Jordan Pieta et même les Castrés, qu'ils n'aient pas prévu de faire un jeu au pied d'occupation avec un rideau très, très efficace et préparé. Par rapport à ça, justement, pour revenir à ce que tu dis, il y a assurément la dimension technique, mais il y a aussi, en règle générale, la sortie de camp dans ces situations bossées par les Castrés, pour qu'on appelle Christophe, c'est le 8 qui garde et le 3/4 qui vient nettoyer sur cette zone-là. Et à partir de là, on va chercher une zone au pied qui est plus fragile et on va monter sur son truc. Ouais, il y a peut-être une passe qui n'était pas utile. Il y a peut-être une passe qui n'était pas utile, mais bon. La question qu'on se pose, c'est tu as l'impression que tu joues comme si tu jouais à une situation où tu vas à nouveau traverser l'équipe et mettre en place la suite. Mais bon, sur l'action-là, ni Toulouse ni Smith ne sont en difficulté, quoi. C'est vraiment une perte, c'est même pas au contact, c'est une perte de balle. Smith, c'est une perte technique, quoi. Et c'est vrai qu'à 3 minutes de la fin, tu peux râler de perdre un point alors que tu es en possession de la balle et que si tu fais les choses très, très simplement, tu peux occuper, sortir le ballon, occuper, mettre une grosse pression et ne pas être en difficulté. Ouais, non, je suis assez d'accord. Enfin, je suis persuadé aussi que c'est une sortie de cas qui prépare. Sûr que Toulouse, il n'est peut-être pas obligé de la faire parce qu'ils sont déjà au milieu de terrain. Il n'y a pas besoin de s'ouvrir l'angle forcément. Et puis, bon, après, même si on parle de stratégiquement, j'ai l'impression sur la vidéo, en plus, qu'ils sont déjà avec 10, 12, 13 ailiers à plat. Donc, ça veut dire qu'ils courent avec que l'arrière. Donc, même, je ne sais pas si la mêlée était suffisamment stable, mais ils auraient même presque pu s'éviter de ce renforcement, puisque voilà, il y avait déjà 4 joueurs à plat. Donc, voilà, mais effectivement, c'est une sortie de camp qui aurait dû être sans histoire si Toulouse garde ce ballon ou si l'ailier Smith, je crois que c'est fait pas cette erreur-là, mais c'est vrai qu'il y a peut-être une notion à 3 minutes de la fin de prendre risque minima et voilà, si on fait la sortie de camp, on la fait à 0 passe et on mise tout sur la qualité du jeu au pied après. On met la troisième. Allez. Jérémy, je vais avoir besoin de toi pour me rappeler le contexte. C'est celle de la pénalité de BO. Tu t'en rappelles bien? Me rappelle le contexte. Attends, je peux le retrouver, je pense. Alors. Donc le contexte du match, je vous rappelle un petit peu par rapport à Lator. Ah oui, d'accord. Il y a une situation où c'est la dernière chance de Biarritz de jouer la qualif. Par contre, Carca, lui, joue le maintien. Donc c'est un match qui est très tendu, très serré. Il y a un petit vent contre léger contre Carca. Adrien Lator a mis tous les points depuis le début du match. Il a fait 100% au pied et il y a une pénalité à 22-20.
Qui Il y a est aussi, il y a aussi la touche qui est pas de Carca, qui est pas enfin, une conquête en touche qui est mitigée, il me semble. Et dernière info, Carcassonne joue à 14. Et oui, donc, joue à 14. Donc là, il y a pénalité sur cette zone du terrain. On va faire comme si on faisait le petit jeu. Il y a 22-20. On est proche de l'heure de jeu. Les deux coachs, quel serait votre choix? Après tout le contexte qu'on a pu vous donner. Allez, au boulot. ah, mais là, on prend 3 points, bien sûr. Allez quasiment. Et toi, tu as formé. Toi, tu as formé le buteur, donc tu sais c'est. Ouais, bien sûr. Adrien Lator, hein, 3 points, ça. Voilà. Et donc, choix à ce moment-là de Carca. Tape en touche. Choix de la touche. 14. À 14 sur le truc avec 100% des buteurs depuis le début du match. Ouais. On vous laisse l'action en entier parce qu'il y a plusieurs phases. Donc, deuxième pénalité. Donc, à nouveau, qu'est-ce qu'on fait? Donc, la pénalité un peu plus excentrée. Seb, toi qui le connais. Ah, c'est étonnant. Honnêtement, c'est étonnant. Donc, on laisse dérouler. C'est pas pour critiquer les équipes, hein, attention, on est là aussi pour travailler. On sait quand même. Ouais, après peut-être qu'ils avaient vu une déficience. Ballon perdu, ouais, voilà, d'accord. Je sais pas. Donc, bon, c'est facile de voir après coup derrière la vidéo et tout ça, mais c'est aussi une des situations symptomatiques sur les choix qu'il y a à avoir en cours de match par rapport à un contexte donné, où on n'est plus sur la stratégie, qu'est-ce qu'on va mettre en place sur le match, mais à un choix à faire en cours de match. Votre avis sur la formation des leaders, justement, dans ces moments-là, ces situations-là, avec cette notion de score, d'enjeu conséquent sur le match? Ouais, c'est étonnant si tu dis, bon, pour connaître le terrain de Biarritz, il y a peut-être un peu de vent, mais tu joues à 14, tu sais que tu peux prendre une minute. Bon, je sais pas le temps qui est resté. Ta maximum minute, tu prends ton temps. Voilà, si en plus il fait 100%, si tu as confiance, voilà, peut-être qu'il faut prendre les 3 points. Ouais. Leader, je demanderais à mes leaders dans ces situations-là peut-être de prendre les 3 points. Ouais. Mais bon, après, quel est le rapport de force? Voilà, c'est difficile sur quelques images de pouvoir se positionner. Tel que vous l'avez présenté, je pense que c'est assez évident. C'est pour ça qu'on inscrit le contexte. Et moi, j'ai appelé Sébastien à la fin du match pour lui dire, mais j'ai appris Adrien, pardon, à la fin du match pour lui dire, mais qu'est-ce qui t'a pris de. Et lui, il m'a parlé du vent. Il m'a dit non, mais il y avait un petit peu de vent. Et il n'a pas pris en compte le fait qu'il soit 14, le fait qu'en touche, ils étaient loin d'être dominateurs depuis le début et que lui, il avait une réussite au pied depuis le début qui était insolente pour lui faire plaisir. C'est vrai qu'à Biarritz, dans ce sens-là, il est contre le vent. Il peut arriver que tu aies un vent contre assez important. Mais si tu me dis qu'il était mitigé, c'est étonnant. Voilà. Donc, je pense que dans la formation du joueur, genre vraiment de mettre les joueurs dans ces situations-là et qu'ils prennent le temps de réfléchir à c'est quoi le contexte, c'est quoi la situation, c'est quoi la ligne. Je pense que ça, c'est vraiment, comme vous l'avez dit, quelque chose qui se fait tout au long de la carrière et de la saison, assurément, mais où il y a des moments clés où ça me semble essentiel d'arriver à avoir ce type de lien. Donc, pour conclure, parce qu'on arrive proche de la fin, en cours de match, comment est-ce qu'il vous semble? Est-ce que d'abord ça vous semble intéressant et bien d'être en permanence en relation avec les leaders de jeu? Ça, c'est le premier point. Ou est-ce que le match leur appartient et à partir de là, c'est eux qui décident? Et deux, si c'est bien d'être en relation, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour éviter ce genre de problème? Mais l'idéal, c'est qu'il soit autonome et que tu fasses un retour. Ça, c'est l'idéal, mais qu'il soit vraiment en osmose avec le staff pour savoir ce que tu veux faire, quoi. Et que tu aies un échange permanent avec eux. Bon, quand tu arrives dans un club,
comme tu as envie d'avancer un peu plus vite, alors imposer, c'est peut-être pas le mot, mais tu guides un peu plus fréquemment que quand tu as eu un certain temps et que ton leader est plus en adéquation avec toi ou plus en relation avec toi et que la confiance s'est établie un peu plus durablement qu'au bout de quelques jours. Ouais, je suis assez d'accord. Et après, je pense vraiment que les leaders sur le terrain perçoivent aussi, eux, des choses que toi sur le bord, tu perçois pas. C'est-à-dire, enfin, enfin voilà, comment se sent le buteur sur la dernière pénalité? Est-ce qu'il se la sent? Est-ce qu'il se la sent pas? C'est important. Mais s'il y a une mêlée à refaire, toi, tu as l'impression peut-être qu'ils sont dominateurs, mais peut-être que on a obtenu pénalité parce qu'on s'est mis à la faute, mais t'es pas sûr. Donc, je pense qu'il faut les responsabiliser parce qu'il y a des choix où parfois c'est eux qui sont les mieux placés pour les prendre, quoi. Alors, il y a des choix évidents, peut-être comme celui d'Adrien tout à l'heure où tu peux intervenir, mais pour revenir là-dessus, peut-être qu'Adrien aussi, tu l'as dit, hein, formé en Narbonne, peut-être que le vent, ça l'a traumatisé aussi, parce que des fois, nous, quand il souffle aussi, il souffle fort. Alors, mais bon, voilà. Mais ça me paraît bizarre que ce soit lui qui ait refusé de la prendre. Vous avez perdu. Mais voilà, après, sur les décisions à prendre sur les temps forts, vraiment, l'idéal, c'est, voilà, comme le disait Serge, d'être en fusion avec ton leader, mais que tu aies vraiment confiance en lui. Mais après, c'est vrai qu'il y a des choses voilà, que lui, peut-être, peut percevoir mieux que toi en étant au plus proche des joueurs sur les rapports de force. Voilà, même mieux placé que toi sur le banc, quoi. Ok. Bon, on va conclure. Tout bien, on a Tout bien. Une petite discussion. Jérémy, du coup, tu as de la matière pour avancer sur la thèse, là, ou pas? Ah oui, j'ai pris quelques notes là, ça va m'aider. Moi, je trouve que là, les derniers mots là, étaient hyper intéressants parce que justement, c'est évident que, un entraîneur qui a une vision globale de la performance de ses joueurs, qui est peut-être même dans les tribunes, ne peut pas prendre les décisions à la place de ses joueurs. Et je pense que ce ressenti et d'apporter cette compétence au leader de prise de décision, elle est essentielle. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai du pain sur la planche. Alors, je rassure tout le monde, ça va être, toute la conférence va être remontée, retravaillée. On va mettre des informations en plus et tout sera à disposition sur YouTube. On va essayer de faire ça rapidement. On va y bosser. On vous l'envoie pour que vous ayez un petit coup, vous visionnez le truc et si ça vous semble voilà. tout bien. On validera tout et du coup, on remercie grandement Sébastien et Serge pour leur participation. Serge, je retiens que le téléphone a sonné, donc la prochaine fois, c'est apéro. Hein. Avec grand plaisir, les gars, excusez-moi. Et Jérémy, écoute, on va vite se mettre à bosser ensemble et merci pour sa participation. Olivier, je te laisse le mot de la fin. Ouais, truc très important, on va vraiment faire un chouette séminaire à Villard-de-Lans. Je ne sais pas si vous avez vu passer les infos. Vous êtes au courant ou pas? Non, pas du tout. Donc, comme la période la plus favorable pour organiser quelque chose, maintenant, c'est plus la fin de l'année, mais ce serait plutôt la période des vacances de Noël, où la Pro des 2 à 15 jours, la fédérale en a 2, et qu'on va faire un système connecté à distance où le top 14 les entraîneurs top 14 pourront se connecter sur distance. On va organiser un très chouette séminaire de 3 jours à Villard-de-Lans, le 19, 20 et 21 décembre. L'idée, c'est de faire venir les gens en famille, que les entraîneurs ne viennent pas ou encore, une fois de plus, ils quittent, etc. Que tout soit organisé pour que les familles profitent d'une station qui est magnifique, que celle que tu connais, qui est Villard-de-Lans, piscine à vagues, centre spa, machin. Donc, qu'il y ait de la neige ou qu'il n'y ait pas de neige, ça sera au top. S'il y a de la neige, la station, c'est le rêve. Et s'il n'y en a pas, on a tout. Et on va bosser pendant 3 jours où tout sera organisé pour les familles pendant que les entraîneurs seront au boulot, et pour les entraîneurs sur plusieurs thèmes. Le premier, c'est évidemment les leaders de jeu, où là, si vous êtes présent, on souhaiterait vous faire intervenir. Donc, ce serait vraiment top par rapport à ce qu'on a commencé à faire et ce qu'on veut continuer, avec Jeff Dubois qui intervient, et on veut faire venir un joueur qui joue sur le poste 9-10, Michalak, ce serait le top, comme il est à côté à Lyon, si Mignoni est OK sur le lâcher le lundi matin, et un gars qui intervient sur toute la partie mentale, décision, sur tous les sports co. Donc, un gars qui intervient sur les DES et qui a vraiment une vue, on va dire, transversale de cet aspect. Et évidemment, Jérémy va bosser comme un dingue et il va nous apporter ses premiers résultats en termes d'outils sur cette conférence. L'après-midi, on fait un travail sur la mêlée,
Donc là, c'est Yannick Bru, Serge Dahir, Gazal Martini, Et Jean-Marc Bédorel. Jean-Marc Bédorel qui doivent intervenir sur un truc. On peut faire monter les joueurs, les espoirs de Grenoble. On a un terrain à dispo et un double gymnase. Le lendemain matin, on fait un travail sur la formation des jeunes, Jean de Valuez, Pierre Villepreux et un membre de la DTN, certainement Doudou Djaïl, sur l'idée du transfert. Donc l'idée de, aujourd'hui, il nous semble qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites et bien faites dans les lois de l'exercice, mais sur des skills fermés, et que très souvent, il y a peu de transferts dans le jeu réel. Donc Jean Deval, il a fait un boulot de rêve là-dessus. En 2 mots, je vous livre le truc. Il a montré que si on démarre par l'intelligence, le joueur, il apprend. Et si on démarre par le geste et l'habileté, le joueur, il mémorise pas, il apprend pas. Donc tout le principe, c'est d'abord démarrer. Voilà, il a montré des vidéos. Il a fait des vidéos avec les petites Grenoble qui sont fabuleuses. Pierre Villepreux, c'est son thème central, donc il va pouvoir nous en mettre. Et la DTN, qu'est-ce qu'elle a montré là-dessus. L'après-midi, là par contre, on s'amuse tous ensemble, famille, machin, etc. Et le lendemain matin, on fait ce qu'on appelle un barcamp, c'est-à-dire qu'on invite des entreprises qui sont sur les objets connectés et on fait un bilan sur l'analyse de la perf. Donc, comment ces outils peuvent nous permettre d'analyser la performance? On sait que la quantité, ça nuit à la qualité et qu'il y a aujourd'hui beaucoup de choses qui sont faites, mais certainement trop, et que finalement, ça n'aide pas le joueur, mais ça fait multiplier les trucs. Et de voir aussi qu'est-ce qui se fait dans les autres sports. J'ai vu un truc sur le vélo, c'est juste impensable. Tout ce qui est analysé est fait dans le vélo. Le reste, je ne le dis pas. Voilà. Voilà. Et dans d'autres objets connectés, pour que les familles en profitent aussi, notamment, bon, j'arrête de déconner. Non, mais par contre, on fait un truc au top là-dessus. Et chaque soir, évidemment, le premier soir, il y a une super soirée de gala au stade de Luge. Donc, on peut mettre les enfants à la Luge et les parents, les familles. Il y a open bar dans une grande salle en bois et en pierre avec cheminée. Donc là, ça va être bonnard. Ouais. Et On a demandé ça de ton livre, à quel moment elle est arrivée. Et le deuxième soir, il y a tous les producteurs locaux qui viennent et qui nous font goûter leurs produits, donc du vin, du fromage, de la charcuterie, et évidemment tous les produits de montagne, très forts, de type les bronzés qui existent, voilà, d'accord, un peu plus fort. Donc voilà, on voudrait vraiment réussir un séminaire qui soit convivial, qui soit fort sur les intervenants et où surtout les gens peuvent venir en famille. Le tout à un prix incroyable, c'est-à-dire qu'il y a un prix coûtant. Et ces 3 jours-là coûteraient 350 €. Voilà, tout compris avec accès au ski, à la piscine à vagues, au machin, au bidule, etc. Oui, non, mais par personne, ce qui est quand même magique. Donc voilà, on voudrait bien réussir. Dernier point, il y a le staff des Sunwolves du Japon qui vient, parce que c'est mes potes, donc c'est bien, ils viennent, etc. Il y aura pas mal d'entraîneurs italiens qui vont venir, parce qu'on est proche de l'Italie et qu'on a fait un gros lobbying avec eux. Et puis après, on va voir. Et il y a le staff de l'équipe de France qui vient. Donc Guy Noves, seul problème, c'est si sa fille, la femme à Vincent, accouche la semaine du séminaire. Mais elle ne va pas nous faire ça. Elle va attendre un peu ou faire bien plus tôt. Là, tu divulgues des informations confidentielles quand même. Voilà. Et bon, donc ça serait top si vous pouviez venir intervenir sur cette partie leader de jeu. On en parle rapidement de toute façon. Là, on boucle ça semaine prochaine et après on se lance. Sur les serious games, là, vous avez des trucs déjà? Filez-moi si que je. Non, on est au tout début du travail. Tu sais quoi, on a fait un gros travail avec Massy, et tu sais pourquoi Massy, c'était essentiel de faire ça? Parce que j'avais des joueurs, ils jouaient tout à la main. Ils me faisaient quel que soit le score, machin, le truc, ils me jouaient tous les trucs à la main, et après ils m'expliquaient que c'était bien quand on n'avait pas pris les points, qu'on était 1 de moins, 2 de moins, enfin bon. Donc on avait fait un bon travail sur ça. Bon. Grâce à Jérémy. Bon, messieurs, merci pour tout. Moi, il faut que je file parce que à Paris, on s'entraîne le soir à 20h. Merci à tous. À Saint-Jean-de-Luz aussi. Hein? À Saint-Jean-de-Luz aussi. Ah oui. Mais d'ailleurs, encore félicitations pour la belle saison de l'année dernière. Ouais, c'est ça. Faut que je fasse ça. Moi, j'ai le temps parce que le pouce, il y a du monde que très tard, donc il me reste encore pas mal de temps. Ah oui, j'y vais pas. Messieurs, bonne soirée. Au revoir. Ciao, merci. Bye.